Sans que le président ne marche pas. Voilà, nous allons commencer dans 1 minute, le temps que tout le monde puisse être admis dans la session. Voilà, il est 19 h à Paris, 20 h à Jérusalem. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour un rendez-vous de plus de Israël s'invite chez vous. Alors, comme nous l'avons dit tout au long de ces 2 années où nous accompagnons, nous essayons de suivre le calendrier juif, hébraïque, sioniste, israélien, international, pour essayer de vous apporter une information d'Israël un peu la plus proche de ce qui se passe. Alors aujourd'hui, évidemment, tout le monde le sait, c'est la journée internationale de la Shoah, telle qu'elle a été, j'allais dire, définie par les nations avant que l'État d'Israël ne définisse le Yom HaShoah. C'est la date de la libération par les troupes soviétiques du camp de Auschwitz. Je crois que le Premier ministre français s'y est rendu aujourd'hui avec une grande délégation de la communauté. Et donc, c'est pour nous un petit peu l'occasion, évidemment, de parler de ce sujet, d'y parler, de l'aborder d'une façon tout à fait particulière. Alors, vous connaissez notre conférencière qui était il y a quelques mois avec nous pour une autre présentation, Yael David Touati, et qui, entre-temps, et on la félicite, est devenue docteur Yael David Touati, puisqu'elle a réussi brillamment son doctorat il y a quelques mois. Et c'est un petit peu, j'allais dire, sur ces sources-là, qui sont, vous avez remarqué un titre, j'allais dire, qui nous interpelle un petit peu, à la mémoire des victimes, de quoi au juste, vraiment. Voilà. Et Yael David, dans son doctorat, a étudié les commentaires d'un certain nombre de Haggadot, dont certains ont été écrits évidemment pendant la période de l'occupation française. Pas de l'occupation française, j'allais dire de la France occupée, des Haggadot écrits commentés par des personnes importantes de la communauté juive et qui nous apportent un éclairage tout à fait singulier, j'allais dire, sur cette période, sur la façon dont ces gens qui étaient sous l'occupation allemande, sous l'occupation de Vichy, ont vécu ces moments très difficiles. Je crois que la date du 29 janvier est une date importante de plus, parce que je crois qu'il faut multiplier les dates de rencontres, de rendez-vous, de mémoire. Je remercie Yael d'avoir accepté, le docteur David Touati d'avoir accepté notre invitation. Voilà, vous connaissez nos règles du jeu. Yael va faire sa présentation. Vous pourrez poser vos questions par écrit tout au long de la conférence, ce n'est pas gênant. Nous n'interrompons pas la conférencière et j'espère que nous aurons largement le temps en deuxième partie de réunion pour pouvoir répondre le plus largement possible à vos interrogations. Merci encore, merci à Yasmine, merci à Hervé, partenaire de l'Organisation sioniste mondiale à Jérusalem, Erev Tov. Merci beaucoup, Avi. Merci et bonsoir à tous les participants. Un petit peu, juste avec la distance, j'ai un petit peu du mal à garder cette distance avec vous. J'aurais tellement aimé qu'on soit réunis, que vous puissiez me poser vos questions et puis voir vos regards au fur et à mesure que mes propos vont avancer. En attendant, voilà, on fait avec les moyens du bord. Donc, merci beaucoup à l'Organisation sioniste mondiale
de m'avoir invitée et c'est toujours un plaisir de savoir qu'il y a des gens qui s'intéressent à ces sujets. Et je dois dire que quand on m'a contacté pour parler du 27 janvier, en fait, on m'a demandé de parler le 27 janvier du sujet de mon doctorat. Et c'est vrai que ma thèse porte sur des textes qui ont été écrits pendant la Shoah par la famille Meher en Corrèze, dans le sud de la France. Et j'aime parler, c'est mon sujet, c'est un commentaire de la Haggadah de Pessah, ça a beaucoup de sens quand on parle de la Shoah, de parler de la sortie d'Égypte. Mais dans ma jeunesse professionnelle, j'ai beaucoup travaillé avec les écoles juives en Europe et je me rappelle très bien quand a été institué le 27 janvier, puisque nous, les Juifs, nous avons une date qui est une date de référence pour la mémoire des victimes de la Shoah. Et je précise, l'État d'Israël a choisi comme date le 27 Nissan, c'est-à-dire une semaine après la fin de toutes les fêtes de la fête de Pâques, de la fête de Pessah. Cette date n'a pas été choisie au hasard, c'est une date du calendrier hébraïque. Elle était choisie en fonction d'une date du calendrier non juif qui est le 19 avril, qui était donc la date de la révolte du ghetto de Varsovie. Et donc la journée qui est la commémoration à la mémoire des victimes et des héros. Donc, en Israël, on ne voit pas uniquement les victimes, mais on a associé aussi à ces victimes qui ne sont pas partis comme des moutons à l'abattoir, aussi ceux qui se sont battus, ceux qui se sont révoltés. Et ce n'est pas par hasard, donc on a cette date du 19 avril. On a encore deux dates que je pense que vous devez connaître pour pouvoir comprendre pourquoi ma question de quoi au juste. On a encore deux dates qui sont, elles, beaucoup plus anciennes dans le calendrier hébraïque, qui sont deux dates qui ont vraiment concerné d'autres juifs à toutes les époques et qui ont vraiment été très importantes après la Shoah. La première date, c'est la date du 10 du mois de Tevet, c'est-à-dire c'est à peu près il y a 3 semaines de maintenant. C'est bizarre aussi que ces dates se correspondent un petit peu. C'est un jour de deuil, un jour de jeûne, un jour de commémoration. Et on a associé cette date à la mémoire de tous les gens dont on ne connaît pas exactement la date de leur décès. Parce que dans le judaïsme, quand quelqu'un est décédé, bien entendu, il y a les 7 jours de deuil et puis le mois, etc. Et après, chaque année, on fait le Kaddish, c'est-à-dire la prière des endeuillés. On la fait tant que possible le jour de la date hébraïque du décès de la personne. Seulement, il y a des fois où on ne sait pas exactement quand cette personne a disparu. Et à partir de ce moment-là, les endeuillés, eux, ont envie quand même de se souvenir de cette personne. Et la date qui a été fixée pour les gens qui ne connaissent pas la date du décès, eh bien, c'est le 10 Tevet. Mais on a une autre date encore, qui est celle du 7 Adar. Le mois d'Adar, c'est le mois suivant dans notre calendrier, et bientôt la fête de Pourim, qui est bien connue. Et le 7 Adar, c'est le jour où est mort Moïse, où est né et mort Moïse. Et Moïse, lui, il a la particularité dont on connaît la date, mais on ne connaît pas le lieu de sa sépulture. Et après la Shoah, vous comprenez tous que plein de gens ont même su quel jour est arrivé le train qui venait de Drancy ou qui venait de Treblinka. Les gens ont tout de suite été assassinés, donc on connaît le jour, mais on n'a pas de sépulture, on n'a pas vraiment un lieu pour dire qu'on connaît. Et donc, il y a des gens qui disent Kaddish le 7 Adar, quand ils connaissent la date, mais qui ne connaissent pas le lieu. Donc, on a 3 dates qui sont symboliques par rapport, évidemment, à partir du moment où on se situe après la Shoah, après après la Shoah, les gens qui sont les survivants ou qui sont qui veulent commémorer ces mémoires ont 3 dates. Et puis voilà que le 27 janvier 2002, je vais juste faire une petite manipulation sur mon écran pour mieux voir, excusez-moi. On a la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Et cette journée,
j'ai peur de ne pas être sur la bonne… Excusez-moi, je vais faire une toute petite pause. Je crois que je ne suis pas sur la bonne présentation. Un instant. C'est embêtant, ça. Je n'ai pas ouvert la bonne. 27 janvier, OSM. A priori, tu es sur la bonne page. Hein. Oui, non, mais je l'ai… Tu vois, ça, c'est pas du tout… un instant, je vous demande une seconde. Du technique, désolé, mais nécessaire parce que ce n'est pas la bonne présentation. Voilà, donc j'arrête le partage d'écran un instant. Voilà, désolé. Les aléas du direct. Oui, mais c'est pour le meilleur. Désolé, on est le 28, non, c'est le 27. Bon, je vais continuer. En attendant, je vais juste parler. Je ne vais pas partager mon écran. Je vais faire quelques petites manipulations en attendant. Excusez-moi. Donc, la date a été choisie par… Par l'ONU? Non, justement, elle a commencé par les… voilà, je suis avec vous. Voilà. Non, ce n'est pas ça non plus. Oh, je suis vraiment désolée un instant parce qu'on avait tout mis en bien et ça ne me ressemble pas du tout. Alors là, 2 secondes. Je trouve ça. Donc, cette date, elle a été décidée par les représentants de l'Union européenne, tous les représentants de l'éducation qui ont décidé qu'il fallait sensibiliser cette journée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. C'est le terme qui a été employé. Et à travers l'idée de l'Holocauste, ils avaient mis essentiellement la mémoire des Juifs et la mémoire des Tziganes. Ce qui s'est passé, c'est que en 2005, cette idée a été retenue par les Nations Unies, justement, et donc, soi-disant, la journée était dédiée aux victimes. Et Simone Veil avait déjà mis en garde en disant qu'il fallait se méfier de la définition qu'on donnait à cette journée parce que si elle était mal interprétée, elle risquait de… voilà, j'ai trouvé ce que je cherchais, excusez-moi. Et donc, si cette journée était mal interprétée, eh bien, on risquait au contraire de vouloir faire le bien et de finalement se retrouver à faire le mal. Et c'est ce qui s'est passé plus ou moins, je pense, puisque si vous cherchez sur Internet, au moment où je vous parle, puisque je n'arrive pas à trouver mon bonheur, voilà, je crois que j'ai trouvé, excusez-moi, ça sera plus clair. Voilà, donc maintenant, je fais mon partage d'écran. Voilà, j'y suis. Donc, comment je fais le partage d'écran, s'il te plaît? Voilà. Oh, sorry. Vous me voyez? Excuse-moi, Avi. Je suis dans Zoom, là. Te voir à toi, oui. On ne voit rien. Oui, alors je vais faire, mais je ne sais pas comment. Un instant, je suis en train d'agrandir mon écran. Voilà, voilà, vous allez voir tout sous vos yeux. Ce sera plus facile pour tout le monde. Voilà. Voilà, ça charge, merci. Voilà, et c'est bon. Excusez-moi, ça y est, maintenant c'est parti. Je suis sur ma lancée. Donc voilà, vous avez donc l'initiative des ministres de l'Éducation des États membres du Conseil de l'Europe en 2002, suivie par une résolution du 1er novembre 2005 par l'Organisation des Nations Unies. Moi qui travaillais dans l'éducation, on en a parlé avec nos enseignants, spécialement dans les écoles juives, pour essayer de savoir qu'est-ce qu'on fait. Maintenant qu'on a déjà des dates, on parle de Yom HaShoah ve'Hagvura le 27 Nissan, qu'est-ce qu'on fait du 27 janvier? Et donc, j'ai regardé et je me rappelais bien aussi des discussions, des dilemmes qu'on avait eu autour de ça. Et j'ai regardé avant cette conférence pour savoir, mais alors, qu'est-ce qui a marqué aujourd'hui? Et voilà ce qui a marqué dans le ministère de l'Éducation en France en 2022, la journée à la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l'humanité. Donc, le mot Holocauste a disparu, la spécificité juive a disparu,
non seulement a disparu, mais le mot génocide, qui est un mot sémantiquement problématique, est rentré là-dedans. Avec, évidemment, vous allez voir en anglais, la version indique bien de quoi on parle. Et puis alors, la prévention des crimes contre l'humanité, et quand on sait, à l'heure où je vous parle, c'est-à-dire en 2022, comment Israël est régulièrement attaqué pour des crimes contre l'humanité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est les victimes qui deviennent les bourreaux. Et cette journée, je vous le dis franchement, ici en Israël, sur les radios depuis ce matin, évidemment, on en parlait. Il y a des hommes d'État qui se sont déplacés, comme vous l'avez dit. Mais avec tout ça, je ne sais pas ce qu'ils disent dans les écoles. Je pense qu'il y a certaines écoles où, de toute façon, le mot holocauste ou Shoah ne peut plus passer. Et alors, quand on parle des génocides et des crimes contre l'humanité dans les écoles laïques, je ne sais pas qui sont les enseignants et je ne sais pas non plus de quel crime on parle. J'ai quand même été voir à l'Holocaust Memorial Day quelle était sa définition en anglais. C'est donc la journée du 27 janvier qui est dédiée à la mémoire des 6 millions de Juifs assassinés durant l'Holocauste, aux côtés d'autres peuples tués par les persécutions nazies et d'autres groupes et de génocides comme le Cambodge, le Rwanda, la Bosnie ou le Darfour. Et voilà, c'est ce que vous trouvez aujourd'hui sur Internet à propos du 27 janvier. Et donc, c'est pour ça que j'ai osé poser la question, mais alors de quoi on parle, de quelle victime? Alors, si vous le permettez, je voudrais que vous preniez un petit instant pour regarder ces 3 sourires qui nous viennent de 1942, ces 3 jeunes enfants. Et donc, quand on m'a demandé de parler de mon doctorat, j'ai dit je ne peux pas, au nom de cette journée qui n'est peut-être pas la mienne, en tant qu'Israélienne, en tout cas, j'ai d'autres journées pour me souvenir de la Shoah, des victimes du nazisme, mais les victimes juives. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'autres victimes, mais c'est la spécificité qui devait être celle du 27 janvier. Et donc, j'ai décidé, sans m'éloigner du sujet de mon doctorat, vous verrez que ces 3 enfants ont un rapport lointain, un rapport familial. Et je pense qu'il y a des membres de notre famille, de cette famille qui se trouvent parmi nous. Voilà, je voudrais que, puisque c'est la journée dédiée aux victimes, je voudrais qu'on parle de ces 3 enfants et de leur famille. Alors, ces 3 enfants, ce sont les enfants d'Élie et Nelly Samuel. Ils étaient nés à Strasbourg, la petite fille, et je voudrais qu'on s'attarde un tout petit peu plus sur le visage de cette petite fille, puisqu'on va bientôt lire une lettre qu'elle nous a, 80 ans après. Et donc, cette petite fille, Annie, Bernard, son frère, et Jean, le petit frère, que vous avez ici en bas dans la photo avec leur maman et leur tante, eh bien, ils ont été arrêtés. En fait, ce qui se passe, c'est que la famille a quitté Strasbourg le 25 août 1939. On est juste à la veille de la guerre. Retenez aussi cette date, puisqu'on va la retrouver dans le pendant de l'autre histoire. On va relier 2 histoires, l'histoire des victimes physiques et l'histoire des victimes familiales, on va dire. Et donc, ils quittent le 25 août Strasbourg. Ils se rendent pas très loin dans la région. Pourquoi? Parce que Élie, comme tous les hommes à l'époque, ont été arrêtés et donc ils sont incorporés en tant que soldats, mais très vite ils deviennent prisonniers. Donc la famille s'installe à Raon-l'Étape. Et Nelly va faire tout pour que son mari, qui est prisonnier, puis qui est au début prisonnier dans la région, c'est pour ça qu'elle reste, et après qui va être prisonnier dans la Ruhr. Au début, il était au Frontstalag 1, 2, 3, qui se trouve à Langres, pas très loin, et puis à 2 heures de route de Rouen-l'Étape. Et ensuite, il va passer du côté allemand. Et donc, elle va tout faire pour que son mari sorte. Comme toutes les femmes à l'époque, à la même époque, le frère, le cousin d'Élie, mais le frère de Nelly, puisqu'ils sont cousins germains, est aussi à peu près dans la même situation, c'est-à-dire militaire, puis prisonnier. Et toutes ces femmes font tout pour que leur mari sorte. Et c'est ce que va faire aussi Nelly, mais malheureusement, elle ne savait pas que son mari prisonnier, c'était aussi sa protection, la protection d'elle et de ses enfants, puisqu'on n'arrêtait pas
On ne faisait pas d'arrestation des femmes de prisonniers. Et donc, vous avez à droite une lettre qui a été écrite sous un nom sous un faux nom, mais la lettre est écrite par Vivette Samuel. Vous avez sûrement entendu parler du couple de Julien et Vivette Samuel, deux grands résistants et deux grands acteurs de la communauté juive de France, et qui sont en famille avec les Samuel, puisque Nelly est la sœur de Julien. Et donc, ils font tout pour essayer d'intervenir. Cette lettre a été écrite un petit peu plus tard. Et vous voyez qu'une fois qu'ils sont arrêtés à Raon, ils sont envoyés à Écrou. Et Nelly va écrire des lettres, beaucoup de lettres à sa famille, aux membres de sa famille. Parmi les membres de sa famille, il y a une petite Fanel, une petite fille dont on va parler, et qui est le facteur déclenchant du sujet de mon doctorat. Donc, j'essaye de vous guider un petit peu pour la suite. En attendant, Nelly écrit des lettres, raconte comment ils ont bougé, de qui elle a des nouvelles, et elle envoie ces lettres à tous ses proches. Et puis, un jour, elle envoie une lettre à sa belle-sœur, qui s'appelle Hélène Neher, mariée à Nathan Samuel, et Hélène, dans son journal, écrit la chose suivante. Nous nous apprêtions le cœur lourd à fêter Pessah. Nous sommes en 1944. Nous reçûmes la terrible nouvelle que Nelly, Élie et les enfants, Jean, Annie, Bernard, avaient été arrêtés et envoyés dans un camp à Écrouves. De là-bas, Nelly pouvait nous écrire. Elle aussi attendait un bébé. Hélène, qui reçoit cette lettre, elle aussi attendait un bébé. Elle me donnait des conseils concernant les affaires à emmener dans un camp au cas où nous serions arrêtés nous aussi. Et nous nous mîmes à préparer des sacs de couchage, un peu de linge, un peu de livres, un livre de prière pour chacun. Cette lettre, elle arrive à Nanteuil, elle arrive de l'autre côté de la France, chez la famille Neher qui, elle, se cache. Et quand on parle du 27 janvier, journée des victimes de l'Holocauste, chaque mot a un poids, une importance. Et vous pensez bien que les éducateurs qui ont décidé de cette journée avaient une idée derrière la tête, même si aujourd'hui, on se trouve dans une situation totalement différente. Mais en attendant, quand on est le frère d'une femme qui raconte son arrestation, quand on sait que ses petits-neveux ont été arrêtés et qu'ils vont être envoyés, qu'ils sont traînés dans des camps et qu'on va tout de suite voir la suite de l'histoire, on est aussi victime en tant que famille. Même si on est caché, même si on est protégé, on est inquiet, mais on est aussi victime. On est aussi victime parce qu'on est des Juifs français auxquels on a retiré toute une identité. On va essayer de voir comment cette journée du 27 janvier, elle peut s'étendre ou au contraire, elle aurait dû se réduire. Mais si s'étendre dans le terme de la Shoah, alors qu'est-ce qu'on appelle les victimes? Moi, je suis par exemple deuxième génération, mais la deuxième génération, elle a subi toutes les comment on appelle ça, les conséquences de la première génération, d'avoir été entourée d'orphelins pour une partie de notre famille, une autre partie de notre famille qui n'est jamais revenue, nos parents et nos grands-parents qui pleuraient. Tout ça, c'est des paquets qu'on porte sur nous. Est-ce qu'on est vraiment victime de la Shoah? Qu'est-ce qu'on voulait dire quand on a dit victime de l'Holocauste? Qu'est-ce que c'est que ce 27 janvier? Donc, Nelly est enceinte, vous l'avez compris. Nelly et les enfants vont partir pour Drancy le 1er avril 1944. On se rapproche de Pessah. Et le 13 avril, ils vont prendre le train pour Auschwitz. Nelly et les enfants ont tout de suite été assassinés à leur arrivée. Et Élie, lui, a vécu 6 mois dans cet enfer jusqu'au 30 octobre 1944. Et Nelly avait écrit une lettre le 30 mars. Je vous ai dit qu'ils ont quitté Écrouves le 1er avril. Le 30 mars, elle écrit la chose suivante. « Chers tous, 6 heures. Depuis 2 heures, on est en train de nous embarquer dans les wagons à bestiaux, sans doute pour Drancy. Tout va. Chère Élie est dans un autre wagon.
Avant le départ, on nous a donné un sac de couchage, 2 boîtes de lait, 2 morceaux de savon. Le camp nous a ravitaillés avant le départ. N'envoyez plus de colis. Merci pour le dernier. Au revoir. À bientôt. Je vous embrasse bien fort. Votre Nelly qui vous aime. Le moral tient bon. Que Dieu vous protège. Alors voilà la lettre qu'avait écrite la petite Annie, donc la petite fille que vous avez vue tout à l'heure. Elle avait écrit une année avant, on est en janvier 1943. Et elle avait écrit à son oncle et sa tante et à sa petite cousine qui, eux, sont cachés à Lanteuil. Cher oncle, Nathan Samuel, chère tante, Hélène Néer Samuel, chère Fanny. On a reçu votre colis lundi, le 3. Il était merveilleux. Je te remercie beaucoup pour le panier et le gâteau, et même que mes chers petits frères. Au mois de novembre, j'étais première, et le mois de décembre, je suis la 4e. La maîtresse m'a marqué dans mon carnet un léger relâchement dans le travail. Attention. Le mois de novembre, Jean était le 3e. Il aurait dû être le premier, mais il a été trop bavard. Ce mois-ci, il n'était pas classé parce qu'il n'avait pas passé il est passé dans une autre classe. J'apprends de l'histoire de France avec un grand H et de la géographie. Est-ce que chère Fanelle sait déjà lire et écrire? En ce moment, je tricote une robe pour ma poupée, mais j'aime bien lire aussi. Cher grand-papa m'apprend à traduire. J'ai reçu la Bible en français de grand-papa Moïse. Baisers à tous, Annie. Alors voilà, j'ai voulu, avant de passer à la suite et rentrer dans le vif de mon sujet, je voulais que ce 27 janvier soit dédié à la mémoire de cette famille-là. J'aurais pu le dédier à la mémoire de ma propre grand-mère, déportée à Auschwitz, portant le matricule A8558. J'aurais pu le dédier au petit cousin de ma maman à l'âge de 3 ans, Abel Bach. Vous ne pouvez pas le rater, c'est le premier dans la liste alphabétique des déportés de France par ordre alphabétique. Un petit garçon de 3 ans et toute sa famille. Bon, mais comme on ne peut pas parler le 27 janvier des commentaires de la Haggadah qui ont été écrits à Mahanaïm sans parler des victimes, donc maintenant je voudrais vous emmener dans un autre pan de cette famille et à la fin je vous poserai la question, qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui les victimes de l'Holocauste? Je reste sur la terminologie qui a été choisie. Donc je vous présente une famille qui est assez connue quand même dans la communauté juive. Vous avez ici Albert Néer et sa femme, et André Néer, le fameux professeur, philosophe, écrivain, poète, et son frère Richard. Ces personnages sont très importants, et vous avez la petite Fanele dont on parlait tout à l'heure dans la lettre. La petite Fanny, qui est la fille de Nathan, qui est lui militaire, enfin, enrôlé tout de suite avec la guerre, et de Hélène Néer. Donc, vous avez le papa, les 2 fils, et il y a encore 2 filles. Vous allez voir. La famille quitte Strasbourg aussi le 25 août 1939. Elle se dirige vers Auxerre, où justement va se trouver Nathan, qui va être qui va aller d'abord, il va être finalement dans un camp à Saumur, et il se dirige vers Auxerre, puis vers Limoges. Limoges, une communauté très importante. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand la guerre a éclaté, les Juifs de l'Est, ceux qui étaient vraiment sur la frontière, ont dû tout de suite évacuer. C'est pour ça que les gens sont partis aussi un petit peu avant. Et puis, il y avait une région assez désertée en France, qui était le Limousin, qui était prévue pour faire un remaniement de la population. Donc, les Juifs de l'Est ont été envoyés, pas les Juifs, pardon, la population de l'Est a été envoyée vers cette région du Limousin. Et les Juifs, eux, comme tout le monde, sont partis aussi dans cette région et se sont organisés à Limoges. À Limoges, il y avait toutes les institutions juives possibles. L'abattage rituel, le séminaire rabbinique, des rabbins, des synagogues, de la nourriture cachère, une école, toutes les institutions dont a besoin une communauté. Communauté très, très, très dynamique.
Mais quand les Néers arrivent et ils connaissent du monde là-bas, on leur dit, écoutez, Limoges, c'est trop grand. C'est une ville où il y a trop de juifs maintenant. Il faudrait vous éparpiller. Essayez d'aller voir dans une ville plus petite. Et ils vont à Brive-la-Gaillarde. À Brive-la-Gaillarde se trouve le rabbin Feuerwerker. Il y a aussi une petite activité communautaire, alors que il y avait des juifs à Brive avant la guerre, mais ils étaient bien contents de voir arriver ces gens qui étaient finalement des réfugiés dans la région, puisque eux étaient très dynamiques et leur communauté finalement ne l'était pas. Et il y a eu de la résistance à Brive-la-Gaillarde, le rabbin était très engagé, mais arrivent les lois de Vichy. André Neher est professeur au lycée Cabanis de Brive et il est, par les lois de Vichy d'octobre 40, lui, le 20 décembre 1940, il va être révoqué. À partir de ce moment-là, son frère est juge. Il n'y a plus grand-chose à faire dans les villes pour des gens qui ont des métiers qui leur sont devenus interdits. Et ils ont entendu parler du village de Lanteuil, qui se trouve à 12-15 km de là. Et ils cherchent à rejoindre ce village et assez rapidement, on leur propose de louer cette maison que vous voyez là, qui est un ancien prieuré, qui était un château, mais complètement délabré. Ça leur a pris quelques temps avant de le mettre sur pied. Et ils s'installent au château de la Praderie. Mais le nom que va donner Albert Neher, qui dessinait très bien et qui dessine, vous voyez, cette photo prise récemment et ce dessin fait pendant la guerre, on reconnaît exactement la tourelle, le puits. Albert Neher a beaucoup dessiné la maison de Machanaïm, et c'est comme ça qu'il va appeler cet endroit. Donc, je reviens maintenant sur les habitants de cet endroit. Nous avons Albert Neher et son épouse. Nous avons Hélène, seule, puisque son mari, au moins la première année, est prisonnier. Il va les rejoindre le jour où ils rentrent dans cette maison. C'est le jour de l'Ag Baomer et c'est le jour de leur fille, d'anniversaire pour eux. Et elle retrouve son mari, elle qui était seule avec sa petite fille, qu'on voit ici, la petite Fanny, qu'on a vue tout à l'heure. Et donc, on a André, Richard et Hélène qui sont avec leurs parents et encore une partie des membres de la famille. Richard va épouser une fille Dreyfus, dont les Dreyfus sont aussi des Juifs qui sont venus se réfugier dans la région. Et cette photo, je l'aime beaucoup parce j'ai réussi à la coloriser. Et vous voyez, c'est toute cette famille, cette tribu cachée en pleine Corrèze qui fête le jour de Pourim, donc où les gens sont déguisés. Il y a ici leur chien. Il y a Hélène, Samuel qui se trouve ici, André Neher ici, et les gens sont déguisés, les gens font la fête, et on se trouve, je vais vous montrer exactement où, on se trouve en haut d'une colline, sur une colline de laquelle on peut voir un petit peu arriver le danger. La route, en fait, je ne sais pas, vous voyez ma souris? Je ne sais pas si vous suivez, mais la route, c'est la route du... J'ai juste besoin de savoir si on voit ma souris. Quelqu'un peut m'indiquer? C'est bon, on voit la souris. C'est bon, Yael. Ok. Donc, ça, c'est la route du village. Elle longe, comme toutes les routes du village en général, elle longe la rivière. Donc là, on a des espèces de collines. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que je me suis rendue sur place. Et pourquoi je me suis rendue sur place? Parce que je voulais comprendre comment. Alors, vous l'avez vu dans la diapositive précédente, vous avez peut-être vu Le Village français, cette série qui raconte toutes les péripéties d'un village français avec tout ce qu'on peut mettre dedans, la résistance, l'école, le professeur, le maire, le docteur, les Allemands qui viennent, les soldats qui ne savent pas pourquoi ils sont là, etc. Et quand on va à Lanteuil, on comprend. Et souvent, quand on parle de l'histoire de la Shoah en France, on parle des déportations, on parle des arrestations, surtout à Paris, parce que dans les villages, on connaît ces histoires. Et donc, on a du mal à s'imaginer comment ils ont passé toute la guerre dans un village français. Alors voilà, vous avez tout autour, en jaune, ce sont les habitants du village, des familles que j'ai pu rencontrer, certaines qui ignoraient complètement la bravoure de leur famille qui a
héberger, voire protéger des Juifs. Et puis en bleu, vous avez les familles juives, donc la famille Dreyfus qui était installée ici au bord de la rivière, dont la fille s'était mariée avec Richard Neher et était partie habiter ici, en haut de la colline. Vous avez les Wormser qui habitent, c'est les premiers qui sont arrivés à Lanteuil, sont arrivés ici au bord de la route, mais très vite, les gens qui leur ont loué, c'est-à-dire les Machmis, leur ont dit, écoutez, restez pas au bord de la route, s'il y a quoi que ce soit, il vaudrait mieux que vous alliez ici. Et ils se sont installés, ils avaient ces 2 maisons. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient de l'agriculture, ils essayaient de vivre, de faire passer le temps. Quand j'ai posé la question à certains témoins, ils n'avaient jamais entendu parler d'autres juifs qui se cachaient aussi ici. Et quand on retourne, et là je voudrais ouvrir une parenthèse et vous inviter, vous êtes près de 120 personnes à écouter ce que je dis. Alors, il n'est pas trop tard. Si vous connaissez des histoires et que vous voulez reconstituer l'histoire, suivre les traces de quelqu'un, dans ces villages-là, j'ai rencontré des gens qui ont 95 ans. Il y a 80 ans, ils avaient 15 ans, ils se rappellent très bien. Et il y a des témoignages. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas se dire « Ah, c'est trop tard, il n'y a plus personne ». Il y a dans les villages, il y a des… Quand j'ai fait une soirée à Lanteuil, et les gens se regardaient un peu de travers parce qu'ils étaient étonnés de ne pas savoir que, oui, les autres aussi ont fait ça, mais les parents n'ont pas parlé. Et aujourd'hui, on a affaire aux petits-enfants de ces gens qui étaient là il y a 80 ans. Et c'est très intéressant de leur faire connaître les parties que nous connaissons de cette histoire et d'essayer de reconstituer les morceaux qui nous manquent. Et vraiment, c'est un travail que j'encourage chacun qui connaît quelqu'un qui était dans un village de France à essayer de reconstituer, pas seulement l'histoire de la famille juive, parce que l'histoire de la famille juive, elle dépend aussi de tout ce qui se passe dans ce village. Le jour où les Allemands sont rentrés, le jour où les résistants ont mis le feu au poste de garde, etc. Et à ce moment-là, on comprend encore mieux la dynamique entre les Juifs et les non-Juifs dans les villages français. Je ferme la parenthèse. Et là, voilà. Donc, je vous ai dit que Hélène Samuel était seule. Voilà, Nathan Samuel, c'était son mari, donc il est en habit militaire. Et sur la base de ces photos où on reconnaît bien la petite Fanny avec sa coupe de cheveux, un militaire lui a fait ce dessin. Et donc, nous avons Fanny, Nathan et Hélène qui sont réunis à Lanteuil. Vous remarquerez que ces cartes de visite ont été faites à Lanteuil et que parce que victime de l'Holocauste, vous l'appellerez comme vous voudrez, donc le 27 janvier 2022, j'aime aussi rappeler la mémoire de ces gens qui étaient français, qui avaient choisi la France. Les Juifs de la frontière d'Alsace ont été français, allemands, les Juifs ont choisi la France. Les Juifs étaient français. Et quand on leur a retiré leur nationalité ou quand on leur a marqué Juif sur leur carte d'identité, ils ont été aussi victimes. Et donc, je repose la question, quand on nous parle de génocide et crimes contre l'humanité, moi, je préfère me rattacher à la volonté de cette journée de parler des victimes, avoir en rouge, comme vous le voyez, juif sur sa carte d'identité. Je pense que quand on est français, c'est aussi une forme de victime. Alors, que font les Neher toute la journée dans cette maison? D'abord, ils ouvrent une école clandestine et ils sentent bien que c'est important de continuer à étudier, faire passer le temps, surtout les jeunes où ils rentrent dans la STE, où ils sont appelés au service de travail obligatoire et donc il vaut mieux leur donner une occupation et essayer de les dispenser, ou alors ils s'engagent, mais ils sont souvent très jeunes parce qu'ils sont l'âge du lycée et ils essayent de s'engager dans la résistance, mais ça ne tourne pas toujours bien. Et donc, vous avez une jolie photo d'Albert Neher, oui, entouré de quelques habitants de Machanaim, de Lanteuil. Et voici ici le nom des gens dont, si vous trouvez par exemple le livre de Pierre Auerbacher, il raconte toute son épopée, tout ce qu'il a vécu à Machanaim. Et vous voyez, j'ai mis aussi une bougie du souvenir à côté de Marcel Legendre. Marcel Legendre se trouve sur la photo. Marcel Legendre, comme d'autres dans cette liste, n'est pas juif, mais Marcel Legendre va être fusillé en tant que résistant. Et aujourd'hui, c'est la journée de la mémoire des victimes de l'Holocauste. Je ne sais pas. Je vous pose encore une fois la question, qu'est-ce qu'il faut mettre derrière ces mots
Et donc, j'aime rappeler la mémoire de Marcel Legendre. Je pense que j'aime aussi rappeler que André Neher, qui a fait une thèse sur Amos, après les événements de la guerre, a dédié cette thèse à ses amis morts et parmi eux, ses élèves aussi, parmi eux, Marcel Legendre. Les jeunes qui ont étudié à Mahanaïm m'ont témoigné que d'avoir étudié pendant la guerre, ça les a, pour certains qui sont devenus pharmaciens, comme Pierre par exemple, eh bien, ça les a non seulement occupés, et ça les a aussi bien préparés pour la suite. Je ne sais pas si Guy et Jean Wamser sont là parce que je les ai invités à nous rejoindre, mais ce sont deux personnes, deux frères aussi, qui avaient à l'époque 9 et 15 ans et qui étaient aussi là, éloignés de leurs parents, mais qui avaient trouvé dans cette maison une forme de kibbutz, une forme d'endroit où il était agréable de passer ces moments tellement difficiles. Vous voyez aussi un petit bébé, parce que Richard et Julienne, entre deux, ont donné la vie à Mahanaïm, ont donné la vie à Elisabeth Revel, Elisabeth Neher-Revel, qui est née donc là-bas. Et puis, comme vous l'avez compris tout à l'heure, Hélène était enceinte à un moment, donc elle était arrivée avec une petite fille, et une autre petite fille, Evan, est née aussi à Mahanaïm. Donc, Mahanaïm, c'est un endroit un petit peu particulier. Et la première année, je reviens peut-être sur Fanny. Quand Fanny est arrivée, elle était seule avec sa maman. Et en 1941, ils se sont dit, mais voilà, c'est Pessah. On est parti au mois d'août 39. On a embarqué nos affaires avec nous. Mais vous savez très bien qu'au mois d'août, la Haggadah de Pessah, elle est bien, bien cachée là-haut avec la vaisselle. Et donc, ils étaient partis, ils ne savaient pas vraiment pour combien de temps non plus. Donc, ils sont partis avec beaucoup de choses et à la fois un minimum de choses qu'ils pouvaient emmener avec eux. Ils ont quand même traversé aussi toute la France. Et ils se rendent compte qu'ils n'ont pas d'Agada. Et pour compenser peut-être aussi un petit peu le manque du papa, Albert Neher, qui déjà dessinait, faisait des journaux pour ses petits-enfants, décide de faire une Agada. Et il fait une première Agada de Pessah en 1941. Puis, il se prête à ce jeu d'écrire chaque année un manuscrit de la Haggadah de Pessah. Donc, la première est dédiée à une petite fille, elle est assez enfantine. Et puis, les autres, vous voyez au fur et à mesure, je voudrais juste vous lire, vous voyez ici, il y a marqué rédigé et illustré par Albert Neher et ses fils Richard et André. Donc, on est à Brive en 41, ils vont juste rentrer un mois après dans cette maison. Mais en 42, par exemple, si je prends cette Haggadah-là, vous voyez qu'il y a marqué aussi Nathan Samuel, puisqu'il les a rejoints. Et surtout, vous voyez ici en hébreu, et puis vous le revoyez en dessous de chaque Haggadah, le titre de la Haggadah, vous voyez aussi qu'ils ont écrit un commentaire qu'ils ont appelé Yariv et Tifché, et c'est sur ça que j'ai écrit mon doctorat. Mais je voudrais d'abord vous faire entrer dans les Haggadot. Albert Neher dessinait, il adorait aussi la judaïka, il collectionnait des livres. Je vous parle de quelqu'un qui est né à la fin du siècle d'avant. Et donc, il était passionné, il était passionné d'études bibliques, mais aussi de judaïka. Et il connaissait très bien ce qui se dessinait, ce qui se faisait autour des scènes bibliques. Et voilà qu'il dessine la fameuse scène où les trois personnages viennent voir Abraham devant sa tente. Vous voyez la tente. Et puis ici, Sarah qui s'y cache. Vous avez d'autres dessins comme celui-ci que j'adore, très, très coloré, du temps où ils avaient des couleurs, parce qu'après, pendant la guerre, ils ont surtout travaillé en noir et blanc. Le grand dessinateur de ces œuvres, c'est donc Albert Neher. Et vous voyez une sortie, une traversée de la mer, une sortie d'Égypte et une traversée de la mer avec les enfants d'Israël, chacun avec son bâton, Moïse devant, qui dirige le peuple. Et chaque année, dans les Haggadot, ils essayaient de reproduire plus ou moins les mêmes. Bon, le texte, c'est le texte de la Haggadah, à part la première qui est un petit peu allégée. Mais par contre, les dessins sont des dessins plus ou moins originaux. Certains ont été inspirés d'autres Haggadot qu'ils connaissaient, puisque vous
Vous savez qu'on fait en dehors d'Israël 2 nuits du Seder, donc on a largement le temps de se concentrer et sur le texte et sur les dessins. Je voudrais juste peut-être que vous remarquiez quelque chose qui va revenir par la suite. Vous voyez ici, non seulement le dessin est coloré, mais le ciel est assez clair, alors que dans les années qui suivent, le ciel va s'assombrir un petit peu comme les années de guerre qui avancent. Ceux qui se rappellent les boîtes de chocolat, dans le temps, quand on achetait des boîtes de chocolat, dans le couvercle, il y avait toujours une très belle image d'un tableau de maître. Eh bien, c'est ce qu'a utilisé Albert Néa pour faire sa première Haggadah. Il a retiré du cadre les photos de maître et il les a retournées pour utiliser le papier. Et le papier manque, la couleur manque, vous allez voir au fur et à mesure. Ça aussi, c'est un très, très beau dessin de la première Haggadah. Cette première Haggadah n'a pas été publiée. Elle est chez une descendante de la famille qui s'appelle Nelly, au nom de Nelly, dont j'ai parlé tout à l'heure. Elle est en fait la petite fille de Nathan et Hélène Samuel. Et donc, la Haggadah est chez elle. Et vous voyez cette très belle interprétation où on voit les Égyptiens qui suivent Moïse et la nuée qui les sépare. Ils sont aussi très, comme la Haggadah aussi, nous parle du temple. Vous savez que quand on chante Dayenu, Dayenu, c'est la fin de Dayenu, c'est pas simplement recevoir la Torah, entrer en terre d'Israël, ça se termine par la construction du temple pour expier nos fautes. Donc voilà le premier dessin du temple, toujours dans la Haggadah de 41, très coloré. Et puis vous avez ici l'original, c'est-à-dire que ce dessin a été inspiré de la Haggadah de Rodelheim, même si l'orientation est différente, puisque vous voyez qu'à force de travailler avec du papier calque, eh bien, le dessin s'est un petit peu retourné dans tous les sens. Mais on voit un temple où des gens sont là sur le parvis, un soleil. Et puis, les années passant, eh bien, il n'y a plus personne au temple. Et les nuages assombrissent le ciel. Et même si le soleil est toujours là, on retrouve cette couleur grise qu'on a vue tout à l'heure. Et au fur et à mesure des années, 1942, 1943, le travail graphique s'assombrit et la vie avec. Dans les Haggadot, on trouve aussi quelque chose de très joli qui sont les piyutim avec les notes de musique. C'est quelque chose quand même d'assez original de retrouver les notes de musique. Et quand on pense que c'est des gens qui vivent donc là-haut, pas sur la montagne, mais qui vivent là-haut sur leur colline et qui ne savent pas s'ils s'en sortiront. Donc, au fur et à mesure qu'ils ont fait des œuvres, pas seulement des Haggadot, dès que les Allemands arrivaient ou qu'il y avait le danger, ils se cachaient. Ils allaient se cacher, se réfugier. Ils se cachaient dans la forêt. Ils essayaient de partir de l'autre côté de la colline. Mais en attendant, ils déposaient chez Madame Couder, leur voisine, toute leur œuvre. Parce qu'ils ne savaient pas s'ils reviendraient et que s'ils devaient léguer quelque chose, enfin c'est mon interprétation, je pense que vu la qualité des Haggadot, on peut très bien comprendre que s'il leur arrivait quoi que ce soit, ce qu'ils voulaient, c'était laisser un judaïsme le plus intelligent, le plus riche, que si jamais quelqu'un trouvait ça, comprenait la richesse de ces gens qui avaient disparu. Et donc, quand on parle du sauvetage des Juifs, je pense que ces Haggadot, elles ont aussi été sauvées quelque part, puisqu'elles ont vécu les tribulations de toute cette famille et de tout ce qui s'est passé à l'Anteuil. Et heureusement qu'elles sont arrivées jusqu'à nous. Mais combien de gens ne sont pas revenus et peut-être que jusqu'à aujourd'hui, dans des greniers ou dans des valises quelque part, il nous reste des choses qui pourraient nous parvenir. Ils écrivent un piyut, c'est-à-dire un poème de Pessah original dès la première année. Et ce poème va être une des particularités de ce qu'on appelle les Haggadot Machanaïm. La dernière Haggadah a été publiée, vous pouvez la trouver, vous pouvez l'acheter aux éditions Erez. Et toujours en fin de Haggadah, et la famille qui se réunit jusqu'à maintenant, à la fin de la Haggadah,
lit un piyut supplémentaire, un chant supplémentaire écrit par les Néer, par les frères Néer. Et puis, il y a une autre particularité dans ces Haggadot, c'est le pèlerin solitaire, le pèlerin, mais toujours en marche. C'est ce que dira après André Néer. Le pèlerin, ce n'est pas le juif errant. Au contraire, c'est celui qui va vers Jérusalem. C'est celui qui est inspiré, attiré par Jérusalem. Et même s'il est dans les ténèbres, vous voyez, on a les dessins de 1942, 43 et 44. En 1942, vous voyez que Jérusalem au loin est encore ensoleillée avec le même soleil qu'on a vu tout à l'heure. Et le témoin, le pèlerin vient des ténèbres, mais il peut voir Jérusalem au loin. En 1943, on retrouve toujours notre nuage gris. Et puis on a un temple qui trône au-dessus de Jérusalem. Ce n'est plus le soleil, c'est le point d'espoir. C'est vraiment ce que dit Néer, c'est-à-dire l'homme toujours en marche vers un but et pas simplement vers les ténèbres ou vers les nuages et le temps qui tourne et qui va de plus en plus mal, mais un point d'espoir au-dessus de la colline de Jérusalem. Et puis la dernière Haggadah, en 1944, on voit, parce qu'aussi il y a ces couleurs, mais on voit ce pèlerin qui arrive à Jérusalem, une Jérusalem où trône le temple, où les cultures sont vertes. Et donc, c'est vraiment le pèlerin qui se rend, comme le dit la tradition, à Jérusalem et qui est l'expression la plus physique de l'Eshana Abba'a Yerushalayim. Et puis, dans la dernière Haggadah, ils vont crypter deux messages parce que la veille de Pessah, alors qu'ils préparaient leur matzot et qu'ils se préparaient à la fête, que la maison, avec les étudiants, mais aussi avec le reste de la maisonnée, avait préparé tout pour la nuit du Seder, eh bien, les Allemands, la division d'Asreich était dans la région, les Allemands sont montés et ils ont réuni Albert Néer est parti leur parler puisqu'il parlait allemand et ils ont demandé combien vous êtes là-dedans et quand ils ont vu combien de personnes étaient là, ils n'avaient pas assez de véhicules pour transporter les personnes et donc ils ont dit qu'ils reviendraient. Et là, la famille, en éveil de Pessah, la famille ne sait pas quoi faire. Partir pour où? Il y a une femme enceinte, il y a des vieillards, ils n'auront pas la force de marcher. Pas partir, et quoi? Et les voisins qui proposent de peut-être partez, laissez-nous les enfants, non, on ne veut pas séparer la famille. Et donc, finalement, ils vont préparer Pessah. Donc, avec l'angoisse de victimes de l'Holocauste, comme on doit dire aujourd'hui, c'est ça? Et donc, ils préparent Pessah, ils ne savent pas s'ils vont passer Pessah. Ils savent que le nouveau pharaon est à leur porte, ils savent qu'ils sont traqués, ils savent qu'on sait où ils sont. Et finalement, les Allemands ne reviendront pas. Et ils vont rajouter dans la Haggadah deux versets, des versets qui sont des versets d'espoir. Je vais vous lire. Or maintenant, ainsi a parlé l'Éternel, ton Créateur, ô Jacob, ton auteur, ô Israël. Ne crains rien, car je vais te libérer. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Par les torrents, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras vers le feu, tu ne seras pas brûlé. À travers la flamme, elle n'aura point de prise sur toi. C'est que je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton défenseur. Ce texte, vous le voyez peut-être ou vous ne le voyez pas, il est ici caché dans les graffitis et il est très, très, très poignant, très fort, d'autant qu'on parle de flammes, on parle de brûler, on parle de traverser les torrents. Et je vous rappelle qu'on est Pessah 1944 et qu'à ce même moment, Nelly et ses enfants sont dans le train pour Auschwitz. Et donc,
La famille sait qu'ils ont été arrêtés. C'est une très grande angoisse pour la famille Neher à Lanteuil de passer ce Pessar, pardon, différemment que les autres Pessars. Manishtana, que toute la famille, enfin une partie de la famille va être déportée, une partie de la famille va être brûlée par ces flammes. Et puis ils écrivent dans un autre endroit de la Haggadah un autre texte. Qui est une partie d'un verset de l'Ecclésiaste qui dit « Va donc, mange ton pain allègrement et bois ton vin d'un cœur joyeux, car dès longtemps, Dieu a pris plaisir à tes œuvres. » Et ils écrivent donc « Car Dieu a pris plaisir à tes œuvres » et vous savez que cette partie de Nirtza, c'est la dernière partie où on chante, où on est censé être joyeux et surtout, on a terminé le repas, mange ton pain et bois ton vin. Vous pouvez vous imaginer cette angoisse de préparer un seder quand on sait qu'on peut être aussi Nelly et les enfants. On a vu les Allemands, ils ont frappé à notre porte. Ces veilles de Pessah, qu'est-ce qu'on fait? On reste, on s'en va. Si ça, ce n'est pas des victimes de toute une situation, et c'est pour ça que, quelque part, ça me dérange un petit peu de rentrer dans les détails de mon doctorat, parce que mon doctorat, c'est une analyse de texte. Mais ce texte, il est tellement dans le contexte. Et le fait de comparer cette situation de Pharaon et Neher, André Neher va en parler, il va dire combien on ne peut pas dissocier la sortie d'Égypte, ou plutôt l'esclavage en Égypte, de ce qu'on a vécu pendant ces années de guerre, ces années de Shoah. Alors, oui, ça ne marche plus, un instant, ça devrait avancer. Mais il y a aussi des moments d'espoir, et je pense que ces Haggadot sont un grand symbole, et pas seulement les Haggadot, aussi toute l'histoire de la vie de cette famille, c'est beaucoup d'espoir. Et ils connaissaient bien, là, ils avaient une très forte identité juive. Ils étaient aussi sionistes. Déjà avant la guerre, Albert Neher était le chef de la communauté d'Obernai et il recevait des sionistes. Ils étaient sionistes et ils étaient tournés tout le temps vers Jérusalem. Et être sioniste, c'est peut-être être tourné vers Sion, mais surtout, c'est être toujours en marche. Et vous voyez dans les dessins que je vais vous montrer maintenant, on voit Jérusalem, c'est plus les dessins qu'on a vus tout à l'heure avec une Égypte bizarre, on voit les toits, on voit les murailles, on voit des palmiers, on est en plein Lanteuil, à Lanteuil, il n'y a pas de palmiers. Ils étaient comme des rêveurs à Hinouk et Cholmi, mais ils se voyaient à Jérusalem. Ils ont écrit aussi les Shana Abba Birushalayim, vous le voyez, ils l'ont écrit, ils l'ont décoré, ils ont insisté sur leurs textes pour montrer à quel point ils étaient attachés. Ce n'était pas simplement pratique pour avoir une Haggadah, c'était aussi se remémorer, essayer d'espérer de se retrouver avec le roi David et les Lévis qui jouent de la musique au temple. Et le temple a été redessiné sous différents angles, vous voyez ici. Et vous voyez le Leshana Hava Birushalayim, ces gens qui sont en marche, qui se dirigent tout le temps, et c'est ça qui les a tenus. Et si vous connaissez la pensée d'André Neher, combien Jérusalem était importante pour lui, André Neher dira je suis né 3 fois, la première le 22 octobre 1914 à Obernai, la deuxième pendant cette période de Mahanaïm, et puis la troisième, c'est sa venue à Jérusalem. Et je crois que, et maintenant j'aimerais, je sais que ça a pris un petit peu de temps, je suis désolée à cause du technique, mais j'aimerais vraiment, si vous avez des questions, je vois qu'il y a des questions dans la discussion là, j'aimerais que vous interveniez parce que pour moi, le message du 27 janvier, au niveau international, je ne sais pas ce que ça change. Quand je vois depuis 2005 à 2022 qu'on est maintenant, comment en 15 ans, ce titre a été bafoué. Et je ne sais pas, quand je vois la réalité de ce qui se passe autour de nous en Europe, en Amérique et même en Israël, vis-à-vis d'Israël, en tout cas, je me pose des questions sur l'intérêt d'une telle journée pour les résultats que nous connaissons. Et donc, je tenais à partager avec vous cette mémoire des victimes de l'Holocauste. Je vous remercie. Docteur Yael
en David doctorat. Toiti, merci beaucoup. Il y a une question intéressante qui a été posée, pas beaucoup, parce que je crois que les gens étaient comme nous tous, avec nos deux oreilles bien à l'écoute de cette histoire passionnante et très particulière. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi le nom de Mahanaïm a été choisi? Ben oui, c'est basé sur le verset de la Genèse. Ve'Yaakov alach ledarko vayivgu bo malachi Elohim vayomer Yaakov ka'asher ra'am machane Elohim ze vayikra shem hamakom ha'u Machanaim. Et Yaakov était en chemin, il a croisé des anges de Dieu et il a dit et il a appelé cet endroit Machanaim. Maintenant, comme Yerushalayim, et pour les gens qui apprenaient l'hébreu dans les ulpan de l'OSM, la formule Aïm à la fin, ce n'est pas un pluriel, c'est un Un duel. pluriel double. C'est un duel, exactement. Et donc, c'est un double camp. C'est un double, comme Yerushalayim, que Néer va analyser comme la Jérusalem d'en haut et la Jérusalem d'en bas, la matérielle et la spirituelle. La même chose pour Machanaïm. Maintenant, eux, ils se sont trouvés un petit peu dans cette situation de Jacob. Et après-guerre, Richard et André écriront un texte très important pour le judaïsme français qui s'appelle Transcendance et immanence. Et là aussi, on comprend qu'ils étaient, d'abord, eux-mêmes le disent, c'était une cité biblique, Mahanaïm. Ils n'ont pas vécu le temps et l'espace comme quelqu'un qui vivait à Lanteuil. Ils vivaient l'histoire du peuple juif, ce que Albert Neher va appeler le maillon dans la chaîne. C'est un engendrement de l'histoire. Ce n'est pas une page d'histoire. La Shoah n'est pas arrivée comme ça. Il n'y a pas avant, après. C'est un engendrement. Il se passe quelque chose qui fait naître une situation. Et de cette situation, eux, puisque en employant aussi les paroles du prophète, mais malgré eux, et Afal Pichen Velam Rotakol, ils ont Becholzot, comme dit le prophète, eh bien, ils n'ont pas eu le choix. Et ils n'ont pas eu le choix que de décider que cette situation, je pense que ça doit nous parler aussi en plein Covid, que des situations comme ça, c'est pas fait pour nous casser, c'est fait pour nous élever. C'est un appel, et c'est ce que dit Neher, c'est ce que disent les Neher, que Mahanaïm, c'était un appel pour eux. Ils sont rentrés dans la peau de Jacob et ils l'ont vécu jusqu'au bout. Ils ont exploité cette situation. Ils ont écrit, ils ont dessiné, ils ont écrit des poèmes, ils ont écrit des commentaires extraordinaires sur la Haggadah de Pessah, que je vous inviterai à lire le jour où ça sera. Vous chercherez thèse.fr, c'est le site de toutes les thèses doctorales. Vous trouverez le Yariv et Divshi extraordinaire en hébreu, en français, toujours avec ce rêve de Sion, toujours avec cette idée de continuer l'histoire du peuple juif. Et c'est pour ça qu'ils se rattachent aux prophètes, parce qu'ils savent que la Bible, c'est le livre qui va les guider même pendant cette période. Et ils ont cette chance aussi de connaître, parce qu'ils n'avaient pas de livre avec eux. Mais ils peuvent quand même recopier une Haggadah d'abord de mémoire et puis ensuite sur des modèles. Mais la première, ils n'ont pratiquement fait que de mémoire. Et c'est extraordinaire de voir que des Juifs français, de Strasbourg peut-être, mais des Juifs français en pleine guerre ont réussi à produire tellement de judaïsme. Alors, il y en avait d'autres. Et il y a très peu d'agadotes. On a retrouvé quelques agadotes qui ont été écrites, manuscrites en France. Vous en avez au musée d'art juif à Paris. C'est extraordinaire. Ça veut dire que les gens, pendant la guerre, ils produisaient quelque chose. Mais eux, ils n'ont pas simplement recopié, ils ont aussi produit toute une… Quand on lit leurs commentaires et qu'on le contextualise, il faut remettre… je ne sais pas s'il est là, Jean-Charles Zerbi, mais c'était mon maître. Et toujours, il dit le contexte est prétexte au texte. Et c'est ce qui s'est passé. Lanteuil, Mahanaïm, a été prétexte à pondre des commentaires de la Haggadah extraordinaires. Pas toujours, vous avez vu qu'ils ont crypté leur message, mais pas toujours dévoilé dans leurs commentaires en français parce qu'on ne sait jamais. S'ils devaient survivre, ils ne peuvent pas écrire toujours tout ce qu'ils voudraient. Donc, quelquefois, les messages, ils sont un peu subliminaux, il faut essayer de les comprendre. Mais c'est extraordinaire d'avoir pu vivre l'histoire du peuple juif et d'en avoir vraiment fait partie intégrante. Et ce n'est pas quelque chose d'à côté, c'est leur histoire à eux. Et ils ont très bien compris quel était le rôle d'un juif dans la lecture du temps et de l'espace. C'est ce que moi j'ai retenu. Alors, sachant qu'on a déjà passé une bonne petite heure, et je sais que tu es un peu ouvert à des questions, moi, je voudrais rajouter une note personnelle. Quand j'ai fait mon alia il y a
il y a 40 ans, mon maître en histoire juive, c'est effectivement la famille Neher et Madame Neher en particulier. Et c'est elle qui m'a donné le goût de l'histoire juive et de vouloir être prof d'histoire juive à l'Université de Jérusalem. Et je crois que moi, pour cette conférence, ça m'a apporté encore un maillon supplémentaire dans la compréhension de la connaissance et de l'identité de celle qui a été, j'allais dire, mon maître aussi en pensée juive et en histoire juive. Je crois que, comme l'ont écrit certains des commentaires, pour beaucoup, cette période, alors c'est vrai que tu as posé la question du 27 janvier, en tout cas pour moi, le 27 janvier, ça a été l'occasion pour plusieurs centaines de personnes, avec les personnes qui suivront cette conférence, de se replonger un petit peu dans cette partie de l'histoire qui est très méconnue, qui mérite d'être plus connue, et que tu nous as aidé à dévoiler un petit pan de la petite histoire d'une grande histoire et d'une petite pensée, d'une grande pensée de ces grandes personnes qui ont formé notre histoire. Et en ça, je voulais te remercier tous nos auditeurs. Voilà, il n'y aura pas trop de place pour les questions, mais vous connaissez Yael David, on la reverra très bientôt sur notre antenne. Et les Traot. Les travaux. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.